Musique, Frédéric Huttman. Bonjour, Frédéric Huttman au micro. J'ai le plaisir de vous retrouver pour notre troisième entretien avec Bruno Mont-Saint-Jean. On a déjà évoqué beaucoup de choses. Bruno Mont-Saint-Jean, il y a un artiste qu'on voit apparaître brièvement. Moi, je l'ai vu dans 2 films que vous avez réalisés. C'est Arthur Rubinstein. Et Arthur Rubinstein, on le voit notamment parler de Richter. Ah oui, oui. Mais non, j'ai jamais fait de film sur. Oui, non, vous n'avez jamais. On le voit apparaître dans certains de vos films. Et moi, je m'interrogeais. Il y a eu un film, justement, pour parler d'un autre réalisateur. Il y a eu un film qui a eu beaucoup de succès dans les années 70, qui était L'amour de la vie de François Reichenbach, qui était un film assez anecdotique sur Rubinstein, mais avec des. Moi, je trouve qu'il y a des choses qui ont résisté au temps. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette manière d'appréhender un artiste, un musicien? Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film Moi, j'ai adoré le film quand je l'ai vu, parce que Rubinstein est absolument irrésistible. J'ai trouvé ça, en tant que film, mauvais. Oui. C'est-à-dire que c'est un fourre-tout. Oui, c'est ça. Bon. Mais il y a des choses, il y a des. Il n'y a pas de construction, il n'y a rien du tout. C'est des petites impressions comme ça. Et cela dit, il est tellement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Reichenbach a loupé le Menuhin. Oui. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans Menuhin comme ça. Oui, parce que Rubinstein, il y a un brio du personnage. Il est fait pour être filmé, quelle que soit la circonstance. C'est pas très. Mais qu'est-ce que vous auriez fait, vous, avec Arthur Rubinstein? Je ne sais pas. Parce que j'aimais beaucoup Rubinstein. Je trouve que c'est un pianiste qui vous donnait du plaisir. Et puis, il avait de la noblesse. Moi, j'ai malheureusement jamais eu le bonheur de l'écouter en concert. Ah, vous n'avez jamais entendu? Que au disque. Je trouve ces disques toujours extraordinaires. Et puis, c'est un immense artiste. Mais justement, je me suis interrogé pour savoir ce que vous, Bruno Mont-Saint-Jean, vous auriez fait avec un tel artiste. Je ne sais pas si j'aurais fait de film sur lui. Mais en concert, c'était ce simple bonheur de sentir qu'il avait donné ce qu'il avait à donner, qu'il avait, c'est pas un bonheur, non, il vous donnait du plaisir, du vrai plaisir. Quoi qu'il joue, il y avait cette espèce de naturel dans ce qu'il faisait. Bon, son répertoire, il n'a jamais joué de Bach, il jouait des transcriptions de Busoni. Il a joué quelques concerts de Beaux-Arts, mais pas beaucoup. Son domaine, c'était la musique romantique, visiblement. Wagner, aussi, qu'il a beaucoup joué dans sa jeunesse, il connaissait tout ça parfaitement. J'avais une certaine impression de superficiel, quand même. C'est un pianiste, on ne peut pas dire mondain, parce qu'en même temps, il avait cet extraordinaire artistry, on dit en anglais, qui sortait par toutes les portes de sa peau. C'est quelque chose et ça, il semblait en contact direct avec le compositeur. Curieusement, parce qu'en même temps, on le voyait en tant que pianiste. C'était un pianiste prodigieux, sans être non plus un pianiste de la dimension d'un Horowitz, peut-être. Oui. Mais c'est autrement plus intéressant que Horowitz, alors que c'était les deux grands concurrents. Et Horowitz était jaloux du musicien et Rubinstein était jaloux du pianiste Horowitz, d'une certaine manière. Mais, et puis, il avait quand même un répertoire considérable. Et j'ai trouvé, je ne sais pas si vous connaissez, il y a pas mal de choses qui sont parues sur Rubinstein, en vidéo, je veux dire. Et il y a une séquence que je trouve absolument merveilleuse de je ne sais plus où, que j'ai chez moi. Il est interrogé, je crois, par Gavotti ou un type comme ça. Et il a avec lui les musiciens du quatuor Löwengut. Un quatuor qui était tout à fait respectable, dans lequel jouait un violoncelliste absolument merveilleux qui s'appelait Pierre Basseux, avec lequel j'ai joué aussi. Il y avait un petit orchestre de chambre, Pierre Basseux, et j'ai pu jouer un concerto ou deux. Avec lui, c'est un formidable violoncelliste, un type adorable. Et il y avait dans cette émission, c'était une émission de télé, hein, c'était pas du film, un moment où Rubinstein se mettait à jouer le mouvement lent du quatuor opus 59 numéro 1 en fa majeur de Beethoven. Le 7e quatuor. Oui, qui est bouleversant. Et il joue ça pendant une bonne minute. Et il dit, en sortant de ça, il dit,
mais pas comme Madame Verdurin l'aurait fait. Il dit, c'est insupportablement beau. Ah oui. Mais là, je trouve que chaque parole est exactement ce que ça représente. Et donc, je pense qu'il y avait chez lui, chez lui certainement une grande profondeur en même temps que une espèce de superficialité due à la facilité de son art. De son charme irrésistible. Bruno Mont-Saint-Jean, tout au long de ce livre, Filmer la musique, justement, vous vous interrogez sur la manière de filmer la musique. Et on a l'impression que c'est un travail sans fin et une quête sans fin. En même temps, excusez-moi de revenir encore sur ce film sur David Oistrakh, pour lequel j'ai une passion, bon, chacun ses marottes. Il s'ouvre par une séquence assez ahurissante où on voit David Oistrakh sur une estrade à 10 km du pianiste. Et il se termine par la fin du premier mouvement de la sonate à Kreutzer de Beethoven, où il est, je crois, aux côtés de la grande pianiste Frida Bauer, merveilleuse pianiste. On ne voit que David Oistrakh, c'est-à-dire on entend un piano fabuleux, mais on ne sait pas qu'il y a un pianiste derrière. On voit uniquement le visage de David Oistrakh et David Oistrakh jouer. Ce plan, vous l'avez choisi pour terminer ce portrait. Donc pour vous, on sent qu'à la fois l'ouverture et la fermeture d'un film, c'est essentiel. Enfin, tout est essentiel, mais ça, c'est l'essentiel de l'essentiel. Et en même temps, ça ne correspond pas à ce que peut-être vous auriez fait. C'est-à-dire que nous, ça nous frappe, on trouve ça extraordinaire, cette séquence. Mais en même temps, on voit que le violoniste, alors que c'est une sonate où le piano a autant d'importance que le violon. Et qu'est-ce que vous avez cherché là-dedans Alors, d'abord, je dois dire que j'ai très rarement vu un plan aussi bien cadré. Oui. C'est extraordinaire. Ah oui, non, mais c'est bouleversant. Non, mais le cadrage, c'est exactement ce qu'il faut. On a l'amorce du violon, on voit la morsure de l'archet sur les cordes, c'est en légère contre-plongée. Je veux dire que j'ai jamais vu un plan aussi beau, aussi. Bon, il y a que ce plan-là, c'est un document d'archives qui est en provenance de Tokyo. Et vous savez, bon, la fin d'un film, c'est très compliqué. Alors j'ai eu la tentation. Pendant longtemps, le montage du David Oistrakh a été très très long. Et qu'est-ce que vous voulez dire quand vous sortez Gennady Rozhdestvensky, juste avant, raconte la mort d'Oistrakh et la bureaucratie soviétique. Oui, parce que lui devait aller jouer, au dernier le remplacer. Moment, parce qu'à l'intervention de Edward Heath, qui était le Premier ministre, a permis à Rozhdestvensky de venir remplacer Oistrakh à Londres, alors qu'il avait déjà été 90 jours à l'étranger. Oui. Donc interdiction de sortir. Oui, il était resté 89 jours et il ne pouvait pas rester un jour de plus. Ouais. Et tout d'un coup, alors que c'était le 6 novembre, le jour de la fête soviétique, tout d'un coup, les bureaux des passeports, les bureaux des visas ont été ouverts. C'est que les soviétiques rendaient les quelques pauvres soviétiques qui avaient le droit de sortir à l'étranger pour un temps déterminé, rendaient leur passeport en rentrant. Et il n'y avait jamais ça sur eux. Donc, tout d'un coup, il a reçu son passeport, le visa qu'il fallait, de sortie. De sortie, on a besoin de visa de sortie. Voilà. Et il raconte ça, et il dit, pour terminer, il dit, et vous imaginez ce que j'ai vécu, et que un artiste de la trempe de David Oistrakh a vécu lui aussi. Bon, je veux dire, c'est une fin en soi magnifique. Qu'est-ce que je vais mettre derrière ? Bon, j'avais ce bout de la scène à Kreutzer qui est absolument sidérant. Et en particulier parce qu'il y a un moment où il y a un Adagio qui vient s'interposer dans le final. Et à ce moment-là, on voit Oistrakh qui lève la tête, il ne joue pas, avant de réatterrir, pam, pala. Bon, et il y a ce moment où il regarde vers les cieux, bon, et puis la domination prodigieuse de ce violon, je trouve que ça ne pouvait pas être mieux. J'avais fait une autre fin auparavant, et qui était formidablement émouvante. Derrière, j'avais emmené Menuhin au cimetière de Novodevitchi, dont vous aviez déjà parlé. Je connaissais bien. En hiver, je l'ai filmé devant la tombe d'Oistrakh. D'abord, on le voit marcher dans la neige et s'approcher de la tombe d'Oistrakh. Et j'ai retrouvé que l'hommage d'un très grand violoniste à un autre très grand violoniste, ça aurait pu être très, très émouvant.
Et puis, je me suis aperçu que cette séquence faisait écho à un défaut sur lequel il faut absolument, il faut écraser ces choses, il faut en faire l'ellipse, parce que c'est ce que j'appelle la double fin. Lorsqu'on on a fini quelque chose et on redémarre pour aboutir à une autre fin. Je trouve que c'est un défaut radical dans les films documentaires en particulier. Bon. On peut revenir en arrière, on peut revenir éventuellement en arrière, faire une rétrospective, je sais pas, quelque chose, mais pas ça. Et j'ai trouvé finalement que la Sonata Kreutzer, ça, avec la beauté de ce plan et la noblesse de Oistrakh-Juan, j'ai trouvé qu'on ne pouvait pas faire mieux. Donc, ah non, mais c'est extraordinaire. Mais en même temps, ça me rappelle d'ailleurs une anecdote qui est drôle que vous racontez dans ce livre où quand vous étiez jeune, vous êtes allé écouter Arthur Grumio et Clara Askill. Vous étiez un fanatique de violon. Vous écoutez quand même deux interprètes majeurs du XXe siècle. Enfin, et une. Puis, comment ? Une. Oui, enfin, deux interprètes. Enfin, il y avait Arthur Grumio et Clara Oui, Askill. Pour vous, c'est Clara Askill. Une interprète majeure. Oui. Ah, pardon, alors chacun son. Bon, moi j'aime beaucoup Grumio. Mais... Non, mais moi, on peut pas. Et vous ne le mettez pas sur le même plan. Pas sur le même plan. Non. Alors, oui, mais alors vous allez faire dédicacer votre programme par Grumio et vous en oubliez. Comme un petit Clara crétin. Askill. Mais c'était l'époque où le violon, pour moi, voulait dire davantage que n'importe quoi. Oui. Or, pendant ce concert, je n'ai eu d'yeux et d'oreilles que pour Clara Askill. Ce qu'elle a fait, attendez, il y avait la sonate en mi mineur de Mozart, que je sais 304, il y avait la 3e de Beethoven et la 10e de Beethoven. Attendez, ce que cette femme qui avait l'air d'un squelette, la manière dont elle jouait ça, la manière dont elle était impliquée dans... C'était une beauté, mais renversante. Mais j'ai pas entendu Grumio, cela dit, j'avais apporté un bouquin... où il y avait la photographie Grumio, je l'ai fait signer. Et après, en catimini, je suis sorti. Et là, elle vous a happé en vous disant, et moi et moi, ça vous intéresse pas? Oui. Elle était trop mignonne. Elle est morte 2 jours plus tard. Ah oui. C'était le 1er décembre 1960. Mais d'ailleurs, Bruno Mont-Saint-Jean, moi, ce que je trouve fabuleux, notamment avec vous, c'est que vous pourriez vous dire, j'ai connu des Richter, des Oistrakh, des Menuhin, des Fischer-Dieskau, tous ces immenses... De Piotr Andrzejewski. Oui, c'est ça. Et puis, mais vous avez gardé un enthousiasme pour des jeunes, et en vous disant pas, j'ai vécu une époque bénie avec des interprètes de génie. Et puis, voilà, on connaît certaines personnes de votre génération qui se disent, ça y est, j'ai entendu les plus grands, et aujourd'hui... Mais vous gardez cette... Écoutez, oui, dans les rares cas où ça se présente, y a, du côté du violon, c'est un problème sérieux, je trouve. Oui. À ceci près que il y a quand même quelques jeunes violonistes, à mon avis, de tout premier plan. Je mettrai là un type comme Alan Pritchin, je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, tout à fait. Qui joue beaucoup avec Lucas Genuchias. Qui a un répertoire absolument universel, modeste comme tout, splendide, violonistiquement, c'est la perfection incarnée. Et au-delà de tous, je mettrai le jeune Sokolov, enfin encore jeune. Que voulez-vous je trouve que il y a chez Valéry Sokolov, il s'appelle. Il y a quelque chose qui est le signe des très grands violonistes, c'est-à-dire que il a une sonorité à lui, d'une part, et d'autre part, il y a un matelas en dessous qui fait qu'on pourrait plonger encore plus loin. Et il est toujours là. Et j'ai eu une extraordinaire expérience il y a seulement 3 jours. Il y a un violoniste que j'adore et qui est quartettiste maintenant, et qui est le premier violon du quatuor Harrod. Oui. Auquel vous avez J'ai fait un film sur le quatuor Harrod et ils m'ont envoûté. Le quatuor Harrod m'a envoûté. J'ai consacré. C'était très très difficile parce que personne n'en voulait. Ménage à 4. J'ai réussi à faire le ménage à 4 et qui m'a. Ça a été un tournage qui a duré 1 an, qui a été un délice de confiance mutuelle. Ils ont avec une patience angélique. On a pu tourner des choses absolument merveilleuses avec eux. Et l'autre jour, il y avait une grande raout chez moi. Il y avait une centaine de personnes. Oui. Et le quatuor Harrod est venu au grand complet. Il y avait des tas de gens, dont ce génie qui s'appelle Klaus Makela. C'est extraordinaire. Et en plus du quatuor Harrod, il y avait Gabriel Le Magadur, qui est le deuxième violon du quatuor Eben. Il y avait 1 ou 2 altistes. Et ils avaient préparé, juste dans l'après-midi,
ils ont joué ensemble le double concerto de Bach, le mouvement long du double concerto de Bach, que j'ai joué d'innombrables fois avec Valérie. Il y a un plan déchirant avec Menuhin et Oistrakh. Oistrakh et Menuhin, il y a le disque avec Oistrakh avec Yehudi et Nesco. J'ai joué ce concerto de Bach avec Yehudi. Ah oui. Oui, quand même, c'était... Je ne comprends pas que ça n'a pas été enregistré, c'est lamentable. Ce qui fait il reste de tout ce qu'on a pu faire ensemble, il y avait quand même pas mal de choses, il ne reste que quelques duos de Bartók, c'est tout, qui ont été filmés et enregistrés. Et Jordan Victoria, le premier violon des Harrod, et Valérie Sokolov ont joué les deux parties solistes, accompagné par un petit orchestre avec Alexei Chadrin au violoncelle et Jérémy Garbag, le violoncelliste du Quatuor Harrod. Et c'était... Ouais. Je me suis dit, voilà, eh bien... Voilà, on approche du niveau de ce que j'ai pu connaître. Oui. Alors, en tout cas, ce que vous avez pu connaître et ce que vous connaîtrez encore, c'est très impressionnant. Il y en a quand même quelques-uns. Bruno Mont-Saint-Jean. Il y en a quelques-uns où je ne pense pas retrouver ça, jamais. Oui. Bah non, mais des artistes de cette dimension. Non, mais je veux dire, Fischer Discao. Oui. Et Giulia Varadi, je n'imagine pas que je pourrais entendre de bon vivant. J'ai entendu quelques chanteurs de leader. De tout premier plan. Enfin, on est à des kilomètres, des années-lumière. Non, vous n'avez pas cette impression ? Je sais pas, j'ai peut-être pas votre sensibilité. Je me laisse plus peut-être impressionner par des chanteurs actuels. Et puis moi, j'ai moins écouté Fischer Discao, auquel vous avez consacré des films que vous avez bien connus. Oui. Et d'ailleurs, il y a une anecdote qui a même doublé Sviatoslav Richter dans le film que lui avait consacré, dans la version allemande. Mais je m'égare peut-être. Ah oui. Parce que vous avez demandé à Carlos Kleiber, on vous avait demandé de doubler la version allemande, et vous avez demandé à Carlos Kleiber, qui a dit non. Et puis. Ah non, il a dit bien mieux que non. Non, il a dit que ça serait criminel. Oui, voilà. Pardon. Pour le doublage de Richter. Moi, c'est ce que j'ai dit à mes producteurs. C'est criminel, il n'est pas question de le faire. Mais les Allemands n'acceptent pas les sous-titres. Puis je dis, ouais, donc, on entend quand même la voix de Richter, mais doublée avec... Et alors, donc, on dit, dans ce cas-là, on envoie le film et puis ils le feront eux-mêmes. Dans ce cas-là, j'ai fait la concession majeure et j'ai demandé à Carlos Kleiber qui m'a envoyé une lettre absolument merveilleuse en me disant, et en français, il ajoute, non seulement ça serait criminel, mais pour le spectateur, casse-pied 100%. Mais donc, devant ce refus parfaitement clair de Carlos Kleiber, j'ai appelé Fischer Discao, qui m'a donné son accord tout de suite. Et on était 3 semaines plus tard à Berlin, enregistré avec lui. J'ai à peine eu besoin de le diriger. Il avait préparé ça comme un récital de leader. C'était incroyable. Et vous l'avez écouté, la version allemande ? Non, moi, excusez-moi, mais j'ai écouté la version... Non, ça vaut vraiment le coup. Oui, bien sûr, mais il suffit de mettre oui. Deutsche Fassung. Je suis un fanatique de votre œuvre, Bruno Mont-Saint-Jean, mais je ne veux pas écouter toutes les versions. Non, mais juste et en japonais, c'est Kurosawa qui double. Non, mais juste pour la qualité de la voix de Fischer Discao. Non, mais j'entends bien. Mais en tout cas, j'en suis... En tout cas, dès que le micro sera refermé, j'ai réécouté. Non, vous pouvez en entendre quelques secondes. C'est incroyable de faire doubler comme ça par un artiste de la dimension de Fischer Discao. Attendez, en plus, Richter dit 100 fois dans ses écrits qu'il est le plus grand chanteur du siècle. Oui, donc on les voit ensemble. De la même manière, finalement, regardez, pourquoi est-ce que Richter a enregistré le concerto de Dvorak avec Carlos Kleiber. Oui. C'est le seul. C'est un disque assez singulier. Et vous connaissez un autre disque de concerto de Carlos Kleiber ? Non. Zéro. Oui. Avec Michelangelo, c'est très mal passé. Ils ont arrêté des deux côtés, c'était impossible. Donc, c'était une évidence. Richter et Carlos Kleiber, ensemble. Et, parce que l'un et l'autre avaient une admiration mutuelle infinie. Alors, on pourrait continuer Bruno Mont-Saint-Jean comme ça pendant des heures à évoquer tous ces artistes, tous ces films que vous avez réalisés. Vous parlez quand même de choses qui se sont moins bien passées avec un artiste moi que j'adore. C'est un film que malheureusement je n'ai pas vu, c'est Murray Perahia. Où vous dites que c'était une expérience... Ah non, avec Murray, c'est très bien passé. C'est très bien passé, mais le film... le film est encore un film pas tout à fait débutant. C'est un film que j'ai pas vu, donc je peux... Mais vous, dans ce que vous dites, vous avez l'impression de ne pas avoir donné tout ce que vous pouvez. Le film est, je pense que le film est il est pas mal du tout. Il y a de très bonnes choses dedans. C'est encore un film dans lequel la construction n'est pas assez claire. Et puis, on voit ma tronche.
C'est pas grave, ça. Non, si. Non, mais c'est quelque chose qui. Attendez, il y a des films dans lesquels ça se justifie parce que, avec Glenn, par exemple, il y a des conversations. Oui. Ok, On vous voit même jouer son quatuor. On va même jouer la sonate en ut mineur de Bach, oui. Et puis le quatuor de Glenn Gould aussi, on vous voit le jouer. Ah oui, mais ça, c'est dans le grand film sur Gould, après sa disparition. Mais avec Gould, on me voit à un moment jouer une sonate pour violon et clavier, c'est-à-dire que je la chante et je fais la posture du violon et lui m'accompagne. Bon, mais non, mais avec Gould, c'est conçu comme une conversation. Donc, il n'y a aucun problème. Oui, mais, pardonnez-moi, mais je ne fais pas du pivot. Oui, bien sûr. Le fait de me voir avec Peraya, ça coupe tout. Je veux dire, c'est une erreur de jeunesse, c'est de la vanité pure et simple qui n'a rien à voir. Rien. Ça fait partie de ces films que je récuse à cause de ça. Mais vraiment, fondamentalement. Et Murray, non, le film sur Murray, il est très intense. Murray il est touchant par sa nature, par sa voix, par son visage, par sa manière de jouer, par l'extraordinaire souplesse de ses gestes. Je lui ai demandé, par exemple, c'était un tournage aux États-Unis, je lui ai demandé de répéter pour moi un moment musical de Schubert, la bémol majeure. Et il joue de la main droite et il répète la main droite et sa main gauche flotte comme ça. C'est quelque chose de très beau, mais qu'on a mis en scène spécifiquement, si vous voulez. Donc Murray, il avait cette capacité d'accepter une certaine mise en scène sans rechigner. Et j'en ai besoin parce que la manière dont je tourne, ça c'est une chose dont on pourrait parler pendant longtemps, mais que faire qu'est-ce qu'on tourne en musique, comment ça se présente, qu'est-ce que vous faites avec une caméra, pourquoi vous changez de plan, toutes ces choses-là, ça a une importance radicale parce que le nombre d'exécutions, enfin d'interprétations que j'ai vu littéralement sabotées par le cadrage ou la lumière ou les inepties qu'on voit, c'est quelque chose qui m'a révolté longtemps. Et j'ai essayé d'avoir et d'adapter surtout ma manière de tourner beaucoup avec les gens avec lesquels je tourne. Parce que par exemple, Piotr Anderjewski et les variations Piotr Anderjewski. Quand on s'est arrêté, alors qu'on avait 747 prises, je me souviens parce que c'était le nom de l'avion, et puis que j'ai dit, Piotr, il fallait qu'on arrête parce que c'est fini, c'est terminé. Et Piotr ne pouvait pas supporter que ce soit terminé. Et je lui ai dit, Piotr, tu aimerais qu'on tourne comme ça pendant 2 ans, la même variation d'Iabelli? Il dit, si seulement. Ah oui. Bon. Après, j'ai tourné avec Piotr une chose qu'on a tournée en Pologne et qui n'a jamais été montrée jusqu'ici, sur Schumann. Sur les études en canon et les chants de l'aube. Oui. Et j'ai tourné ça à Łódź, en Pologne, où il y avait une école de cinéma. J'ai eu une équipe absolument formidable. Et en plus, le son avait été enregistré par Piotr pendant une durée de 5 ans. Jusqu'au moment où il a prouvé à peu près, il y a 26 minutes de musique en tout. Hein. Et 50 séances d'enregistrement. Et puis le montage fait par lui, et il était à peu près d'accord avec ce qu'il faisait. Et on a tourné à partir de la bande son. Ce qui fait que j'ai pu, alors là, travailler avec la caméra, et Piotr s'est montré d'une docilité totale, parce que le son n'avait plus d'importance. Donc il faisait, et je l'ai fait passer par des choses qui sont inconcevables, parce que en détruisant le piano, en les fourrant dans des endroits impossibles. Mais voilà. Et là, et on s'est longtemps posé la question avec Piotr. Parce que moi, je crève d'envie de refaire c'est un artiste de la plus grande dimension. Bon, puis on n'est pas sûr qu'il va rester actif à se montrer en scène pendant longtemps. Et puis, pas sûr non plus qu'il acceptera de faire des films et des enregistrements. Peut-être qu'il va faire sa manière de dire je n'ai plus qu'une chose à faire, c'est de me coucher dans un cercueil et d'attendre que mon cœur cesse de battre. Bon. La menace peut arriver à tout moment. Bien. Et c'est un artiste d'une rareté, c'est un des plus grands cerveaux. On a tourné à Hambourg récemment 12 préludes et fugues du clavier Bertrand Perret. On a tourné pendant 19 heures dans la même journée. En plus, je venais de me casser la jambe, donc j'avais des problèmes pour me trimballer. Et c'est un miracle qu'il a réussi à faire, un miracle. Mais on s'est toujours posé la question avec Piotr, est-ce qu'il ne faudrait pas, et là c'est pas en playback, on a son image, est-ce qu'on ne devrait pas tout faire en playback?
de sorte une des dimensions soit éliminée. Ça serait possible. Et d'autant plus que je me suis aperçu qu'il est parfaitement capable de le faire. Vous savez, les problèmes de la synchro, c'est terrorisant. Et ça, je ne veux pas qu'on s'aperçoive qu'il y ait un playback quelconque. Oui, bien sûr. Et c'est ce qu'on a fait avec le quatuor Albanberg sur La jeune fille et la mort, des choses comme ça. Ça a tourné totalement en playback. Et ça donne des choses qu'on ne peut pas voir, tout simplement. On ne peut pas voir autrement. Ne serait-ce que l'échange des regards entre les musiciens que j'ai pu diriger, ou me mettre dans une position à travers les éclisses du violoncelle pour voir le visage de l'alto au moment où il y a des choses particulières avec eux, si vous voulez. C'est des choses comme ça que j'ai cherché à montrer. Et en outre, ça ne semble pas artificiel. Et la plupart des gens, c'était... Tout à fait naturel. Oui. Donc sur la manière de filmer la musique, il y a des choses à dire, certainement. De toute façon, c'est infini, et puis on pourrait vous écouter des heures, Bruno Mont-Saint-Jean, mais nous voilà malheureusement au terme de ces 3 entretiens. Moi, je voudrais juste terminer avec un film dont la musique est merveilleuse, mais un film qui a beaucoup compté pour vous et dont vous parlez dans ce livre, c'est Les Enfants du Paradis. Vous parlez de l'importance des Enfants du Paradis, notamment de l'ouverture du film, puis même la fin du film, parce que vous parlez... peu du cinéma de fiction dans ces entretiens, et quelle est la part justement du cinéma de fiction il y a juste une parenthèse d'ailleurs, il y a quelque chose d'assez drôle, c'est que à un moment vous avez voulu que soit réalisé un film par Orson Welles autour de Menuhin, et ça a chopé parce que j'aurais été le conseiller musical. Ça c'était quand même ça on se serait bien amusé avec ça. Moi ça aurait été génial, mais vous savez ce qui a été la réaction des producteurs? Oui, ils avaient peur, non? Ah mais peur, oui. Pas question. Et donc, tous ces grands metteurs en scène de fiction... Alors écoutez, c'est une chose très, très curieuse. Guillaume essaie de m'interroger là-dessus. Donc Guillaume Mont-Saint-Jean, avec lequel... Guillaume Mont-Saint-Jean, voilà. Et lui qui est un cinéphile avec une culture gigantesque de tout ça. Et il essaie de m'interroger là-dessus. Il s'est trouvé que j'ai été, pendant longtemps, quand j'étais gamin, j'allais à la Cinémathèque 3 fois par jour. J'assistais à 3 séances. Donc, j'en ai vu beaucoup. Depuis maintenant pas mal d'années, je ne vais pas au cinéma. Enfin, je vais au cinéma de temps en temps, mais très rarement. J'ai toujours d'autres priorités, figurez-vous. C'est terrible. Je ne sais pas comment font des gens comme vous, avec cette colossale culture littéraire et cinématographique et musicale. Et non, mais quand tout est à la fois, il se trouve, vous savez, que j'ai... D'abord... Chaque moment que j'aurai de loisir, disons, je le passe à écrire de la musique. En général, sur des transcriptions plutôt qu'autre chose. Mais ça y est, si je commence, disons, à 11h du soir, je termine à 7h du matin, et puis j'ai une journée de travail. Je ne peux pas. Je peux pas aller au cinéma, sauf de temps en temps. Et le phénomène qui me semble très bizarre, c'est que j'oublie. Alors vous avez une mémoire colossale pour tout ce qui a trait à la musique. J'ai une mémoire assez vaste de la musique, oui. Oui, c'est moins mais et pour le cinéma, non. Ça... par exemple, je connais quelques vers de Shakespeare, quelques vers de Rimbaud, mais je ne connais pas la poésie par cœur. Moi, je crois que vous êtes... Ah non, moi, vous avez tout. Pas. Et j'avais un copain, Jean-Pierre Richard, qui est un merveilleux peintre, qui est mort il y a 7 ou 8 ans, et qui connaissait la totalité de la recherche de temps perdu par cœur. Ah oui. Par cœur, mot pour mot. Et ça lui, et autant sur la musique, sur la littérature espagnole, et Dante, la même chose. Enfin, c'est incroyable, des gens comme ça. Moi, c'est pas mon cas. J'ai donc tout orienté vers la musique de manière... Volans. Bon. Et ce qui fait que le cinéma, c'est quelque chose qui... Et puis, du moment où j'ai commencé à faire des films, je me suis dit que j'avais une certaine virginité par rapport à ça. Et que peut-être, ça serait pas si mal, en tout cas dans ce domaine très restreint, qui est celui de la musique, y compris quand je fais des films qui sont en large partie fictionnels. Comme je vous dis, les premiers films avec Gould sur la séance d'enregistrement, il n'y a pas eu de séance d'enregistrement. On a mis en scène complètement une séance d'enregistrement. Donc ça devient de la fiction à ce moment-là. Mais je me suis dit que la virginité avait... Vous savez, j'ai toujours rêvé d'être aussi un analphabète. C'est raté. Non, mais oui, mais je trouve je trouve que quand on est en train de dire que l'analphabétisme, ou que la capacité, le contraire, c'est quoi?
Alors, le contraire d'un alphabétisme, c'est le lecteur, le fait que, bon. Et je trouve que moi j'ai toujours rêvé d'être un berger sur les Hauts-de-Provence. On rejoint finalement la phrase inaugurale de Bruno Walter sur ses œuvres qu'on découvre. D'une certaine manière, oui. Et de retrouver cette virginité d'écoute. Et donc cette capacité d'improvisation aussi, qu'on perd lorsqu'on est vraiment... qu'on a tout. Si vous voulez, la musique classique, c'est bien entendu, c'est un domaine qui est le domaine de l'Europe par essence. Et j'ai beau m'intéresser énormément à la musique indienne, à la musique japonaise, comme ça. Je pense que la contribution de l'Europe à la musique, au phénomène musical, est quelque chose d'absolument... Mais c'est grandiose. Il n'y a pas un art où l'Europe est davantage contribuée, mais peut-être qu'il y a une certaine part d'improvisation, et je crois que sur le fait d'avoir des partitions justement qu'on répète des centaines de fois pour arriver à une certaine perfection, et que dans ce domaine, disons que Gould est un idéal, parce qu'il n'est pas imprégné par la reproduction sonore. Il a une reproduction mentale des choses, ce qui fait qu'après, étant donné qu'il a la technique la plus parfaite qu'on puisse imaginer, il ne fait que le produire au moment où il le produit. Et ça, donc il garde une virginité cérébrale du son. C'est grandiose. C'est sur cette virginité qu'on va se séparer, Bruno Mont-Saint-Jean. Je vous remercie de ces 3 entretiens et puis ce livre, Filmer la musique, des entretiens avec Guillaume Mont-Saint-Jean. J'espère qu'on aura le plaisir de se retrouver pour 1000 autres entretiens parce que le sujet est infini. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité. Vous m'avez fait un énorme plaisir. Pour illustrer cet entretien avec Bruno Mont-Saint-Jean, je vous propose d'écouter des valses nobles et sentimentales de Maurice Ravel, interprétées par le pianiste Sviatoslav Richter. Je vous souhaite une très belle écoute de ses œuvres et une très bonne fin de soirée sur RCJ.
Merci.